Alors bonjour à vous qui arrivez virtuellement dans dans cette rencontre avec Daniel Pénac. Ça nous fait très très plaisir de vous Bonjour accueillir. à tous Voilà, alors Daniel, nous recevons ce et à matin tous. des libraires et des bibliothécaires. Alors certains ont lu vos livres, d'autres sont de jeunes libraires ou de jeunes bibliothécaires. Donc voilà, donc très très content d'accueillir donc Daniel Pénac pour la sortie le 8 février au Québec du dernier tome de sa grande saga sur les Malocènes. Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai dernier, on va nous dire, donc Terminus Malocène. Daniel Pénac, on vous aime beaucoup au Québec, vous êtes connu pour vos livres jeunesse, Camo, le roman d'Ernest et Célestine, et puis on a aussi Chagrin d'école, Journal d'un corps, et puis il faut dire qu'au Québec, euh, comme un roman est publié chez un de vos amis, Yves Nadon, aux Oui, éditions 2. Donc voilà pour la présentation de Daniel pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et tout de suite, je propose qu'on plonge dans cette grande saga des Malocènes, de cette famille de Benjamin Malocène, ce bouc émissaire, comme vous aimez à dire, bouc émissaire qui vous a été inspiré par Girard, bien sûr. Donc, la série des Malocènes a débuté en 1985 et je pense qu'avec Au bonheur des ogres, et alors vous êtes rentré chez Gallimard, non pas dans la blanche, mais dans la série noire. Alors, peut-être que ce serait bien que vous nous racontiez comment Daniel Pénac a d'abord été publié chez Gallimard dans la série noire. par l'intermédiaire de Jean-Bernard Pouy, qui est un écrivain, un auteur de la série noire, et j'avais écrit Au bonheur des ogres parce que je devais un livre à un autre éditeur. Mais cet autre éditeur n'a pas aimé Au bonheur des ogres. Alors, mon ami Pouy m'a dit, mais attends, c'est un roman noir, propose-le à la série noire. On ne peut pas être plus noir que ce roman noir, donc propose-le à la série noire. Et je l'ai proposé à la série noire, qui à l'époque était dirigée par deux compères. Il y avait Christian Mounier et Robert Soula. Et quand j'ai rencontré Soula et Mounier, Mounier a commencé, je suis arrivé, ils avaient accepté le bouquin, j'étais tout content. Je dis, mais vous êtes sûr, vous le prenez comme il est, il n'y a rien à changer. Et Mounier m'a dit, mais mon pauvre garçon, il parlait comme ça, mais mon pauvre garçon, il faudrait tout refaire, alors autant le prendre comme il est. Et il a ajouté, vous avez quand même conscience que vous êtes complètement cinglé. Et là, je me suis dit, et Soula, qui est arrivé à ce moment-là, est allé à son bureau, il a ouvert un tiroir, il a pris un harmonica, il m'a envoyé l'harmonica, j'ai joué, et il me dit, tu sais te servir de ça? Je dis, ben, je veux, oui, fais voir, et j'ai joué la carmagnole. Tin tan tarim papam parabadam tadadatam tan tin tarim tatam tadadadam tan tatam. Et il m'a dit, bienvenue au club. Donc, je suis rentré dans cette maison d'édition dans ces conditions. Et quand j'ai vu ces deux-là, je me suis dit, je ne sortirai jamais d'ici. Je suis chez moi. Et ça fait 40 ans. Et oui, mais alors comment tout d'un coup de la série noire on passe à la blanche? Oh, parce que la série noire était une collection de poches avec un nombre de lecteurs moyen qui était de 13 250, quelque chose comme ça. Et Soula m'avait dit, si tu dépasses 13 250, t'es viré. Et effectivement, Antoine Gallimard, à partir du moment où les Malocènes se sont vendus beaucoup plus, les a pris Passer dans la blanche. pour la collection générale. Ce qu'on appelle la blanche est en réalité une collection générale. Tout à fait. Là où la série noire était une collection particulière, où le chemin était une collection particulière, etc. Alors là, donc Daniel Pénac, vous avez donc fait paraître toutes les aventures autour de ce Benjamin Malocène.
ce personnage absolument incroyable qui, parce que c'est un bouc émissaire, tous les malheurs du monde tombent sur lui. Et à partir de donc toute la série se continue et en 1999, donc c'est la sortie de Aux fruits de la passion. Hein, c'est presque donc c'est autour de Thérèse, une des sœurs de Benjamin Malotès. Et 18 ans après, vous faites, vous sortez donc ce livre en 2017 que nous avons eu. Vous remettez en scène les Malocènes, mais cette fois-ci, c'est la nouvelle génération des Malocènes. Alors, Ben oui, ils ont grandi pendant ils ont grandi, oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie, 18 ans après, de donner la parole ou de donner plutôt les aventures de cette nouvelle génération? L'envie de retrouver cette écriture qui était l'écriture spécifiquement malocénienne, très orale, assez argotique, très métaphorique. J'avais envie de réécrire dans ce style-là. Voilà. Ça a été la motivation essentielle, c'était de retrouver cette écriture orale, comme on raconte directement une histoire à quelqu'un, sans le truchement presque sans le truchement de l'écriture. Une écriture extrêmement directe pour moi. Beaucoup plus directe, par exemple, que celle de Chagrin d'école ou celle qui est beaucoup plus littéraire, entre guillemets, Le dictateur et le hamac. Je voulais retrouver l'écriture malocénienne orale, métaphorique et argotique. Voilà. Et raconter cette histoire aussi, parce que c'est le plaisir quand même. Je pense que, et puis vous le dites souvent quand vous pose la question, c'est aussi le plaisir de raconter une histoire pour vous. Oui, absolument, absolument. Oui, oui. Moi, je me vis. Mon premier livre publié était un essai. Donc, très conceptuel sur le service militaire, sur les trois grands mythes du service national en France à l'époque où il existait, qui étaient l'égalité sous les drapeaux, qui était tout à fait mensonger, la maturité sous les drapeaux, tout à fait mensonger, c'était un univers parfaitement infantile, et la virilité sous les drapeaux, parfaitement dégoûtant, c'était essentiellement un univers sexiste, où l'image de la femme était effroyable. J'avais décidé d'écrire là-dessus un essai. Et puis après avoir écrit cet essai, j'en ai eu marre. Je me suis dit, mais moi, au fond, j'ai envie de raconter des histoires. Je n'ai pas envie de faire le mariole intellectuellement. Ça va, je sais penser, je sais que je sais penser, j'arrive à raisonner très bien, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse en littérature. En littérature, ce qui m'intéresse, c'est quelque chose de beaucoup plus direct, de beaucoup plus primitif, qui est l'histoire, exactement. Les enfants, par exemple, entrent en littérature dès le début de leur vie, en entendant les histoires racontées à leur chevet par les gens qui les aiment. Le père, la mère, un parrain, une marraine, un oncle, une tante, etc. Et je crois beaucoup à la vertu du conte, de l'histoire racontée, de l'imagination, du dépaysement, de la complicité linguistique, de la complicité des langages, du non-dit, des personnages qui deviennent des amis, etc. Je crois beaucoup à des choses simples comme ça. Mais quand vous avez commencé à écrire Les Malocènes, le courant autour du roman n'était pas tout à fait le même que l'histoire que vous avez racontée. Vous étiez complètement en dehors de ce que la littérature du temps proposait. Bien sûr, nous étions à l'époque sous d'une certaine façon, le diktat structuraliste. Alors que c'était quoi? Le diktat structuraliste, c'est le héros est mort,
plus de personnages. 2, l'anecdote est infantilisante, aucun intérêt, elle est donc plus d'anecdotes. Et je me suis, après avoir moi-même écrit un essai, c'est-à-dire avoir fait essentiellement dans le sens, je me suis révolté contre moi, en l'occurrence, et je me suis dit, là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sens. Et qu'on le veuille ou non, la vie est dans le récit. Par exemple, un amour, AMB. Observez bien autour de vous, dans les rencontres amoureuses, dès le lendemain de la rencontre, les gens transforment leur rencontre en récit. Tu te souviens hier, quand on était dans tel café, tu m'as dit ceci, et immédiatement, l'amour devient histoire d'amour. C'est immédiat. Et là, par exemple, je viens d'enterrer un très vieil ami, un ami absolument intime. Alors, nous sommes allés, après l'enterrement, chez lui, il y avait ses filles, sa famille, etc. Et cet ami avec lequel j'ai bavardé toute ma vie, polémiqué sur des sujets, déjeuner au restaurant, cet ami est devenu le récit de cet ami. Les innombrables récits de cet ami. Et au fond, le roman, c'est ça. Là, je viens de lire Anna Karénine, que je m'étais gardé pour mes vieux jours, et le génie de Tolstoï, l'absolu génie de Tolstoï, est d'avoir compris que la réalité est réductible au conflit provoqué par le récit que les gens font de cette réalité. C'est magnifique chez Tolstoï. Et que tout est ambivalent, pas sûr. Si vous voulez, pour résumer ma position par rapport au structuralisme et par rapport à l'essai en général, je dirais que dans un essai, même si c'est vrai, c'est faux. Dans un roman, même si c'est faux, c'est vrai. Encore faut-il que l'essai soit bon et que le roman soit bon. Mais en gros, c'est ça ma position, si je devais en avoir une, ce qui n'est pas obligatoire. Alors, revenons sur la véracité de ces personnages de la famille Malocène. Donc, je le disais, après 18 ans, vous nous replongez. On a évidemment l'ancienne génération, mais la nouvelle avec C'est un ange, Monsieur Malocène, ou encore Marwek Kaja, et puis Verdun, la petite sœur. Maracuja. Maracuja, parce qu'en portugais, le maracuja, c'est un fruit, qui est le fruit de la passion. Alors, donc là, on les a donc mis en. On a vu que eux aussi, ils sont impliqués dans l'enlèvement dans le tome 1 d'un personnage absolument incroyable. Et là, donc dans cette dernière aventure, évidemment, c'est les suites de l'enlèvement, puis on découvre ce personnage, ce Pépère, qui est méchant Pépère. Oui, il est méchant. Oui, il est méchant. C'est un assassin épouvantable et en même temps, c'est un pédagogue incroyable. Donc, c'est vous qui avez été un pédagogue de nous montrer comment cet homme enseigne. Il est aussi terrifiant de l'emprise qu'il a sur les jeunes qui l'entourent, ce Pépère. C'est quand même pas pour vous l'image idéale du pédagogue, j'espère, ce Pépère. Le pédagogue du crime. À rebours de Huysmans, il y a donc ce personnage central qui s'appelle Désessinte. Et donc, oui, à rebours, c'est donc la fin du 19e. Et Huysmans était exaspéré par le suicide, ce qu'il considérait comme étant le suicide de l'aristocratie et l'arrogance de la bourgeoisie montante. Et il était tellement en colère que dans À rebours, il décide de fabriquer un petit assassin. Désessinte, le personnage principal d'À rebours, décide de fabriquer un petit assassin. Alors il prend un garçon dans la rue, un garçon déguenillé, pauvre, etc.
il le met dans une espèce dans un bordel de luxe où il lui fait mener une vie fastueuse pendant des temps et des temps. Et puis à un moment donné, il lui coupe les vivres dans l'espoir que ce garçon va aller assassiner un bourgeois ou un aristocrate. Sauf que le garçon est trop nul. Et ça ne marche pas, il se fait prendre par la police. Alors, Pépère, c'est un des essaims qui a réussi. Il est dans ce même état de colère absolument indéfinissable. On ne sait pas, au fond, ce qu'il a dans la tête. Non. Ce que l'on sait, c'est qu'il est dans la haine. La haine, et la colère. Méchanceté, la colère, c'est épouvantable. La méchanceté totale. Et du coup, il va recruter, il va fabriquer des tueurs, des assassins, pas seulement d'ailleurs, des assassins, des faussaires, des menteurs, enfin bref, il fabrique une bande. Un peu aussi, c'est pas non plus un exemple unique, parce que dans le Oliver Twist de Dickens, vous avez le personnage de Fagin, qui apprend au petit voleur à voler. Pépère est de cette famille-là. Voilà. Et il a évidemment, pour que ça marche, il faut qu'il ait des qualités pédagogiques. Et il les a. Et donc, il fabrique une troupe de gosses qu'il a, on ne faut pas dire gosses en québécois, hein, d'enfants, d'adolescents qu'il adore. Parce que c'est de ce point de vue, c'est un excellent pédagogue. Et c'est en même temps le pire des pédagogues qui soit. Parce que quel est le défaut, ce qu'un pédagogue ne doit jamais faire dans aucun domaine, c'est l'abus de pouvoir. Et Pépère est dans l'abus de pouvoir permanent. Il est dans l'abus de pouvoir moral, il est dans l'abus de pouvoir intellectuel. Il a le pouvoir et il s'en sert pour faire cette armée en faisant croire à ses adolescents, ses enfants, qu'en réalité, il leur fait mener une belle vie. Alors qu'ils vont tous y passer à un moment ou à un autre, forcément, ce sont des métiers dangereux. Et voilà, c'est donc ce personnage-là. Il était intéressant à concevoir, surtout dans une époque où on le voit autour de nous, des assassins sont démocratiquement élus à la tête de gouvernement, Erdogan en Turquie, Poutine en Russie. On a quand même le phénomène de Trump aux États-Unis, très troublant. Les États-Unis sont un pays qui, en 2 mandatures présidentielles successives, ont élu Batman avec Obama et le Joker de Batman, le contraire absolu. Tous ces phénomènes d'époque me troublent énormément, et aussi la méchanceté diffuse de l'époque, qui est comme l'apologie de la lettre anonyme à travers les réseaux sociaux et des choses comme ça, et le wokisme, et enfin bref, c'est une époque, le complotisme, le wokisme, où plus personne ne croit plus personne, où plus personne ne veut s'occuper de personne, et Pépère rassemble toutes ces haines, ces mécontentements, ces choses, voilà. Et donc, entre la première série, on peut dire, des Malocènes et les 2 derniers tomes, donc il y a 18 ans qui se sont passés, le monde a changé. Et est-ce que, et donc vos personnages, même s'ils évoluent toujours dans le même quartier, qu'est-ce qui a pour vous été intéressant dans l'évolution de ces personnages? Bon, c'est une jeune génération. Comment vous les avez fait vivre différemment que Benjamin et ses frères et sœurs? Benjamin et ses frères et sœurs avaient des activités particulières. Clara faisait de la photo parce qu'elle ne pouvait que voir le monde à travers les photos. Le petit aux lunettes rouges était encore un petit enfant qui rêvait, et il était intéressant via ses rêves. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 4 ou 5 ans, j'ai écrit La loi du rêveur, parce que le rêve joue un rôle important dans mon travail. La petite Verdun était née en colère, si vous vous souvenez. C'est d'ailleurs pour ça que son frère l'a prénommée Verdun. Et d'elle, j'ai fait un juge d'instruction, c'est-à-dire
le droit, l'incarnation du droit. Elle Mais ne un juge veut pas. d'instruction, mais un juge d'instruction qui a comme devis, qui lorsqu'elle est juge a une personnalité et Ah oui, alors, hein, mais ça fait partie de sa conception du droit. Le problème de Verdun, elle est ravissante. C'est une fille d'une beauté merveilleuse, mais elle estime qu'une juge d'instruction n'a pas à être ravissante. Ni d'ailleurs, la juge d'instruction n'a pas à faire dans la séduction. Elle doit être l'incarnation du droit. Et quelle est sa définition du droit? Sa définition du droit, c'est établir les faits tels qu'ils sont. C'est-à-dire sans idéalisation, sans mensonge, le fait tel qu'il est. Et pour incarner cette pratique du droit, elle va se faire un visage, un corps pas regardable, étrange, car le fait est étrange, le fait pur est étrange pour ceux qui souvent l'ont commis avec des raisons qui étaient plus ou moins conscientes, ceux qui avaient des raisons de commettre un meurtre, etc. Quand ils passent à travers un bon juge d'instruction, sont sidérés par le fait. Ils finissent par être sidérés par le fait qu'ils ont commis. Ça, j'ai vu ça souvent. La sidération de la vérité chez le voleur, l'assassin, qui tout d'un coup découvre, quand le juge d'instruction est un bon juge d'instruction. Et donc, ma Verdun, c'est ça. C'est une fille qui voulait que les faits soient les faits. Ce qui n'est pas facile dans les Malocènes. Dans les Malocènes, les faits. J'aimerais, oui, alors donc cette nouvelle génération différente, c'est là où on en était, Daniel, cette nouvelle génération oui, elle est complètement différente de la précédente. Ben, elle est plus militante. C'est un ange, Seth, Mosma et Maracuja. Tous les trois sont militants parce qu'en effet, ils héritent d'une situation sociale, sociopolitique, qui n'est pas brillante. Alors c'est pour ça qu'ils enlèvent la Pietà, cet homme d'affaires tonitruant comme ça, pour faire une installation, une performance, un film sur ce La Pietà en disant, bon voilà, le capitalisme, voilà ce que c'est. On filme ce gars-là, on l'interviewe et vous avez le bilan devant les yeux. Sauf que, évidemment, on leur enlève la Pietà. De vrais bandits leur enlèvent la Pietà. Donc, ça complique les choses. Mais c'est ça, c'est le petit Tuc, le fils de la Pietà, est extrêmement lucide sur la nature de ce père, et les autres aussi. Et il l'enlève pour le faire parler, pour lui faire raconter sa vie et faire, au fond, le portrait de l'époque d'après lui. Moi, quand j'entends parler des grands capitaines d'entreprise, c'est un rêve que j'ai. Voyons, décrivez-moi votre époque. J'aimerais me trouver devant monsieur un tel ou un tel qui détient la moitié du capital d'un pays en lui disant, bon mon gars, décris-moi ton époque. Et qu'est-ce que c'est que ton ambition? Quel est ton rapport avec le fric? Quelle valeur symbolique installes-tu dans le fait de posséder ceci, cela, etc. Et ton rapport à la consommation? Quel est le plaisir du yacht, le plaisir de l'avion privé, le plaisir? Et ton rapport hiérarchique, ton rapport à la domination? Tout ça m'intéresse évidemment. Alors ça intéresse les enfants malocènes. Et c'est pour ça. Et la Pietà était très intéressant. Nous avions par exemple Bernard Tapie, qui est mort maintenant. Personnage fascinant. Le genre de type qu'on aurait adoré. C'est ce qu'on demande à Maracuja d'ailleurs. À un moment donné, on demande à Maracuja, la juge Verdun demande à sa petite nièce, Maracuja dit, mais qu'est-ce que tu penses de la Pietà? Elle réfléchit, la gamine réfléchit une seconde et dit, ah, c'est le genre de mec
qu'on aimerait aimer. Et elle lui dit, qu'est-ce qui t'en empêche? Et la petite répond, ben, il est dans le camp d'en face. Et la grande demande, en face de quoi? Et la petite, en face. En face. Et moi, je vois très souvent apparaître sur les écrans de télévision les gens qui sont dans le camp d'en face. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très puissants. Évidemment, en tant que personnage, ils m'intéressent. Alors, il y a un autre personnage mais c'est un environnement, c'est Belleville. Je pense que j'ai vu une petite vidéo où vous faisiez visiter, parce que je crois que vous habitez encore à Belleville. Oui, j'ai jamais quitté. J'habite à Belleville depuis 1969. Et ce lieu aussi accompagne la série des Malocènes. Là, c'est là où je vis. Si j'habitais Montréal, ce serait Montréal, le cadre des Malocènes. Mais là, c'est Belleville. Et alors, Belleville a ceci d'intéressant que c'est la géographie réduite aux dimensions d'un mouchoir de poche par l'histoire. Ça veut dire, si vous prenez les différentes populations de Belleville, en 1900, émigration juive d'Europe centrale qui fuit les pogroms polonais, ukrainiens et russes. En 1915, émigration arménienne qui fuit les pogroms turcs. En 1920-30, émigration russe qui fuit la révolution russe. Ensuite, dans les années 20, 25, immigration italienne du Sud, portugaise pour reconstruire ce que la guerre de 14 a détruit, et ainsi de suite. Et pendant les guerres coloniales, la fin des empires coloniaux, migration indienne, immigration maghrébine, immigration d'Afrique occidentale, et tous ces gens viennent après. Les Américains quittent le Vietnam en 75, immigration vietnamienne et immigration chinoise des commerçants de Chaolène à Saïgon. Ensuite, il y a les dictatures sud-américaines, immigration chilienne, argentine, brésilienne, etc. Ensuite, vous avez la guerre de Yougoslavie, immigration bosnia-croate, etc. Et c'est ça, Belleville. C'est évidemment pas toute la population qui émigre, mais il y a un représentant, quelques représentants de toutes ces populations du monde. Et ça, c'est mon monde. Voilà. Mon idéal de monde, c'est mélanger les gens. Et Belleville, de ce point de vue, est le quartier le plus stable, le plus varié et le plus vivable de Paris. Les autres quartiers, le 7e arrondissement, par exemple, où nous sommes, c'est un quartier absolument sinistré par les marchands de vêtements et de chaussures. Il faut creuser pour trouver un camembert. Il faut faire 12 km pour acheter une baguette. Belleville, c'est le camembert, je sors, il est là. La baguette, c'est ma voisine, la boulangère, et ainsi de suite. Et pourtant, il y a des marchands de vêtements aussi, il y a de tout. Donc, ce quartier, c'est la vie même pour moi. Alors, dans sa diversité, dans toutes ses diversités. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Daniel Pénac, que le rêve était très important de votre travail de romancier. Est-ce que vos personnages, est-ce que vos romans viennent des rêves que vous avez faits la nuit? Non, je tiens le journal de mes rêves. Je tiens le journal de mes rêves. C'est comme, prenons quelqu'un d'autre que moi, si vous voulez. Prenez Fellini, le cinéaste. Fellini tenait le journal de ses rêves, et comme il était peintre avant d'être cinéaste, il les dessinait, il les peignait et il les racontait. Et dans les films de Fellini, vous avez des séquences entières que vous retrouvez dans le journal de ses rêves. Ben, toute proportion gardée, chez moi, c'est un peu la même chose. Il y a surtout dans les ruptures, dans le passage d'un état d'esprit à un autre, ça c'est très onirique toujours, dans les rêves, on est comme ça. C'est quelque chose que j'emprunte à la grammaire du rêve, je dirais. Je ne sais pas comment dire. Quand vous... Ah, non, allez-y. Non, on est toujours là. Quand vous rêvez, vous avez au fond le choix entre
3 attitudes. 1, oublier le rêve. 2, l'apporter à un psychanalyste. Vous entendez toujours? Oui, oui, j'entends très bien, oui. 2, l'apporter à un psychanalyste si vous êtes en quête de sens. 3, le raconter. Et moi, je suis dans la 3e. Moi, je raconte. Et quand cette boule de laine qui est un rêve je la dévide et je peux la faire passer de l'état de rêve à l'état de récit imaginaire. Il n'y a pas tellement de frontières entre la narration onirique et la narration imaginative, pour moi. C'est fascinant. Mais donc, vous avez des cahiers entiers de vos rêves, là? Oui, mais personne ne les lira jamais. Alors, écoutez, je vois que le temps passe. Je me demande s'il y a parmi les personnes qui sont avec nous ce matin des lecteurs ou des lectrices qui aimeraient vous poser une question. C'est le temps. Jean-Baptiste, comment on peut faire? Est-ce qu'il faut lever la main et puis on va leur donner la parole? Ou simplement ils ouvrent leur micro et ils posent une question? Je pense que ce serait la meilleure chose. Les gens peuvent ouvrir leur micro et simplement poser une question, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, y a-t-il une question? Ah, c'est toujours la première question qui est difficile. Bon, ben, je vais me lancer. Oui. Bonjour, monsieur Pénac. Fan de Feuilly depuis une trentaine d'années. Je crois même avoir découvert à travers la série noire avant que ça passe en folio à l'époque. Pour moi, une question est un peu peut-être ridicule, mais pour bien des gens, on associe Daniel Pénac à Jacques Tardy pour les couvertures. Et oui, pour le bien travail sûr. que vous avez fait avec lui en BD, comment ça fonctionne par rapport avec M. Tardy quand il vient le temps de réaliser une couverture pour vos livres? C'est très simple. Pendant la construction, par après? Non. Je lui téléphone, je dis, dis donc, Jacques, je sors un Malocène, un nouveau Malocène. Pour l'harmonie de l'ensemble, ça serait bien que tu fasses la couverture. Il me dit, d'accord, oui, je vais faire une couverture. Très bien. Et sur le dernier, là, par exemple, sur Ils m'ont menti, le cas Malocène, je dis, écoute, il me dit, bon alors, il ne l'avait pas lu. Il dit, alors de quoi ça parle? Il me dit, de quoi ça parle? Je dis, c'est un type qui est essentiellement gardé dans une forêt, tu vois, ma forêt du Vercors, mon Vercors, quoi, avec la cabane à Dédé, tu vois, hein, bon, il est là. Et comme tout le monde veut lui faire la peau, il est dans cette cabane à écrire son bouquin protégé par mes copains du Vercors, que c'est ça aussi, c'est comme Belleville, c'est un endroit. À moi, c'était un endroit où il n'y a personne, où on peut se cacher. Et il me dit, bon, d'accord, très bien. Alors, le gars dans la cabane, les bouquins, oui, très bien. Et boum, et il me sort, attendez, je ne l'ai pas ici, mais... Attends, mais Jean-Baptiste pourrait la mettre, la couverture. Et alors, on voit Malocène toujours dessiné de dos. Malocène dessiné de dos, toujours. J'illustre le chien qui bouffe apparemment les brouillons du roman qu'il est en train d'écrire et un fusil sur la table. Et voilà, la couverture de Jacques. Et à chaque fois, je suis enchanté parce que c'est ça, quoi. Merci, Patrick. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question? Non, oui. Mais osez. Mais moi, je vais c'est qu'il est intimidant, le père Pénac. Hein? Mais bon, puisqu'on parle de la fin, là, moi, je suis Joëlle Gagnon. Bonjour. Bonjour. Alors, puisqu'on parle de la fin, parce que, bon, Patrick Vachon vient de poser une question, il lit depuis le début, un peu comme plusieurs d'entre nous. Il va falloir faire le deuil là, de cette famille-là. Vous le faites comment? Est-ce que c'est vraiment la fin? Mais d'abord, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est la vraie fin, là? Vous n'allez pas être tenté? C'est le dernier Malocène que j'ai écrit. Oui, pour l'instant.
Non, mais il faut avoir. J'ai d'autres. Le problème, c'est qu'en ce moment, j'ai d'autres envies et j'ai plus tellement de temps devant moi, il faut bien dire. Donc, j'ai quand même pas mal d'autres envies, de sujets. J'ai envie d'écrire sur le silence, par exemple, sur les rapports entre le silence et le rire, par exemple. Voilà. Wow. C'est une envie forte que j'ai, donc il faut que je prenne le temps de le faire. Vous Et allez voilà. faire un essai? Vous allez faire un essai? Non, ce sera sous forme de récit et d'histoire drôle. Mais donc, la question de Joël, c'est comment on fait le deuil des Malocènes? En les relisant. C'est ce qu'elle a fait, je crois. Je vais quand même pas les réécrire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Et puis, je peux aussi partager mes dernières lectures, si vous voulez. Mais absolument. Ce Malocène est dédié à Pontus, à Joseph Pontus. C'est évidemment une invitation pour tous mes lecteurs à lire à la ligne de Joseph Pontus, qui est un bouquin, mais extraordinaire, extraordinaire. C'est un roman, un hommage à la poésie. Et pour aller vite, Pontus s'est retrouvé vivant en Bretagne, devant gagner sa vie parce qu'il n'avait pas de métier, et il s'est retrouvé dans des usines où on débitait de la viande ou du poisson, etc., et à la chaîne, comme ça, comme dans le Charlie Chaplin, hein. Et pris dans ces cadences infernales, les cadences ont réveillé la poésie en lui, tous les poèmes qu'il connaissait. Et les poèmes jaillissent sous sa plume, et son amour de la poésie jaillit sous sa plume pendant qu'arrivent les affreux morceaux de Bidoche, Barbac. C'est un bouquin bouleversant. Et malheureusement, Joseph nous a quittés. Il était foudroyé par un cancer foudroyant. Et voilà, on a perdu un gigantesque écrivain qui n'a pas pu écrire la suite. Il y a un autre livre aussi, par exemple, un roman qui est sorti chez Gallimard, qui s'appelait « Même les anges ». Même les anges de Christelle Wurmser. Voilà un roman incroyable, écrit tout au long d'une vie par une femme qui l'a terminé en apprenant qu'elle allait mourir. Et c'était la femme d'un de mes amis. Je reçois le manuscrit à la maison. Et vous savez, c'est très embarrassant parce qu'on se dit, si j'aime pas, ça va être affreux. Et je suis tombé devant une espèce de miracle d'écriture. Je n'ai jamais lu de ma vie un roman qui ressemble à ça. Alors, voilà, ça a été des deux, par exemple, lectures tout à fait bouleversantes. Ou chez Actes Sud, Madame Hayat. Retenez ce nom, Madame Hayat, Actes Sud, ça a dû être le prix Femina de l'année dernière ou l'année d'avant. Un roman, un chef-d'œuvre. C'est un jeune étudiant qui tombe amoureux d'une femme qui fait la danse du ventre en Turquie et qui a déjà un certain âge. Et on entre dans l'intérieur de la tête de cette femme qui reste à la fois une énigme et une évidence de vie merveilleuse, un personnage extraordinairement vivant. Voilà, il y a des tas de choses à lire. Par bonheur, il n'y a pas que le père Pénac, il y a des merveilles. En tout cas, merci beaucoup de nous faire part de vos lectures là, devant des libraires et des bibliothécaires. C'est absolument magnifique. Mais parce que ce sont réellement des livres bouleversants. Ou La petite lumière d'Antonio Moresco. Pareil, un homme revenu de tout, totalement épuisé,
qui va s'enfermer dans un village tout à fait vide et il n'y a plus un seul habitant. Et par la fenêtre de la maison qu'il squatte, il voit dans la forêt très très loin, la nuit, une petite lumière. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas d'habitants là-bas. Qu'est-ce que c'est que cette petite lumière? Mais il s'en fout, parce qu'il se fout de tout. Et petit à petit, cette petite lumière l'obsède et il va y voir. Et je ne vous raconterai pas la suite. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Daniel, de nous. On passerait, pour nous, c'est le matin, alors on passerait notre matinée à vous entendre nous raconter vos plaisirs de lecture. Là, je vois des têtes qui opinent. C'est un grand moment, ça, de se faire raconter des histoires qui ne sont, en plus, qui ne sont même pas les vôtres. Par Daniel Pénac. Quelle belle matinée nous débutons. Alors, je voudrais vous remercier tous et toutes, et vous aussi, Daniel, de nous avoir donné de votre temps ce matin. Peut-être donc redire ou dire que Daniel Pénac va être au Québec. Hein. Il est invité à Deux Mots et Deux Crêts, donc à Sherbrooke, du 17 au 19 mai, je pense. Et avant, il va venir passer 3 jours à Montréal. Donc, on va pouvoir vous voir pour de vrai, comme disent les enfants. À bientôt. À bientôt à tous et à toutes. Merci beaucoup. Et encore un grand merci, Daniel, à la fois de nous avoir donné ce terminus Malocène, puis comme vous le disiez, de nous avoir. Je sais que dans notre équipe, il y en a plein qui ont recommencé à lire toute la série parce que là, ils ne voulaient pas que ça se termine. Là. Donc, on espère, vous êtes adorable. On espère, chers libraires et bibliothécaires, que vous ferez pareil et que vous allez faire découvrir à de nouveaux lecteurs cette magnifique saga avec ce personnage absolument incroyable. On n'a même pas eu le temps de parler de la personne du bouc émissaire, mais c'est quand même quelque chose de fondamental dans ce Benjamin Malocène. En tout cas, merci à toutes et à toutes. Merci beaucoup encore, Daniel. Merci à vous. Merci, à très bientôt, Daniel. On t'attend. Et bonne journée alors. On t'attend. Mais oui, merci. Bonne journée. À bientôt. C'est moi, la journée touche à sa fin, mais vous, elle commence. Elle commence et elle commence magnifiquement en plus. Et couvrez-vous bien. Hein. Il paraît qu'il fait froid chez vous. Il paraît. Oui, il fait froid. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.